Alors, il est 2h30, alors je vais commencer. Mon nom est Monique Clermont, très contente de vous voir ici. Puis de pouvoir partager mes connaissances et partager aussi un nouveau regard comme l'image le dit. Alors, Monique Clermont, mon bagage académique, au tout départ, j'ai été éducatrice pendant 10 ans avec les tout-petits, dans les garderies qu'on appelait à l'époque, aujourd'hui qu'on appelle les CPE. Alors, j'ai travaillé 10 merveilleuses années avec des tout-petits. Et par la suite, la vie m'a amenée vers autre chose. Je suis encore masso-kinésithérapeute. Et j'étais à Montréal à l'époque, j'ai enseigné la massothérapie, j'ai enseigné un paquet de matières et la pratique. Et je suis dans le Nord depuis 19 ans maintenant. Et puis, commencez pas à calculer mon âge, c'est pas pertinent. Et alors, j'exerce toujours en masso, mais depuis 2012, j'avais le goût de revenir aux enfants et d'explorer autre chose. Et je me suis rendu compte que ce qui m'attirait beaucoup, qui m'a toujours beaucoup attirée, et je ne savais pas pourquoi, mais maintenant je mets un mot dessus, c'est le mouvement. Et quand je travaillais avec les enfants à la garderie, permettez-moi de dire garderie au lieu de CPE parce que c'est mon époque, je les faisais bouger. J'aimais les faire danser, j'aimais les faire bouger, puis c'est ce que je préférais. Il y a d'autres choses que j'aimais aussi, mais ça, j'aimais beaucoup ça, puis je comprenais que moi, j'avais aussi besoin beaucoup de bouger. Je suis une sportive, puis je pense que le fait de bouger me régule, me calme, me fait du bien à mon corps, mais me fait du bien à ma tête aussi. Alors, j'ai découvert il y a 7 ans le Brain Gym, qui est la gymnastique du cerveau, on fait certains mouvements, exemple des mouvements croisés. On connecte les hémisphères du cerveau et on se permet d'être plus là pour être capable d'écouter en classe, exemple. Okay? Et il n'y a pas juste les mouvements croisés, il y a d'autres mouvements. Et je trouvais ça intéressant, mais je n'étais plus en classe, moi, avec des enfants. Je l'ai fait avec des adultes quand j'enseignais la massothérapie avec des adultes. Avant les examens, je les faisais bouger juste pour enlever le stress, puis leur permettre d'avoir toute leur capacité d'être capable, d'être pas submergé par le stress, mais de pouvoir être capable de faire leurs examens. Et j'ai découvert aussi par la suite le RMT, le Rhythmic Movement Training. C'est l'entraînement par les mouvements rythmiques et ça va un peu plus loin que le Brain Gym dans le sens que on peut faire du 1 pour 1, faire en consultation, de voir comment un enfant ou un adulte se débrouille dans son corps en testant ses réflexes. Okay? Alors, c'est un long préambule, mais je vais vous parler de réflexes, de mouvements, de TDA, TDAH, pour ne pas les nommer. On fonctionne beaucoup avec des étiquettes, des tiroirs, des diagnostics. Alors, sans vouloir mettre des diagnostics, mais ça nous permet des fois de dire « Ah oui, c'est ça » ou « Ça ressemble à ça, ce que j'ai » ou ce que l'autre a ou mon enfant. Et ça nous permet après d'aller plus loin dans cette connaissance-là. Alors, je vais vous présenter, je pense que tout le monde ici, est-ce que vous savez c'est quoi le TDA, TDAH? Est-ce que tout le monde le sait? Hein? Trouble de déficit d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Et c'est vraiment un trouble large qui implique plein de choses, autant au niveau de l'apprentissage qu'au niveau social, qu'au niveau relationnel. Et souvent aujourd'hui, quand il est diagnostiqué, il est souvent médicamenté. Je ne ferai pas un débat aujourd'hui sur le pour et le contre de la médication. Je pense aussi comme parents, quand on est parent ou éducateur, on fait notre possible avec notre enfant. Des fois, on choisit le moindre mal. Et alors, il n'y a pas de jugement de ma part par rapport à ça. On fait de notre mieux, on fait avec notre intuition de parents aussi. Alors, mais il y a beaucoup de pression aussi sociale par rapport à ça. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, j'ai pas la bonne manette.
Tiens, je vais mettre les lunettes ici, j'en ai besoin. Alors, TDA, TDAH, ce qui vous a peut-être attiré, c'était, je vous parlais, oui, de TDA, mais est-ce que, au lieu d'être un trouble, ça ne serait pas plutôt une immaturité du cerveau? OK? Parce que le cerveau doit se maturer de bas en haut. Ceux qui étaient à la conférence précédente ont vu qu'il y a le tronc cérébral, il y a le système limbique, puis il y a le cortex. Peu importe les noms, quand on a le tronc cérébral de branché. Alors, c'est nos fonctions de base. On respire, notre cœur bat, nos réflexes sont là aussi, je vais vous en parler un peu plus loin. Après, il y a les émotions dans le système limbique et après, il y a le cortex. C'est comme ça, vous pouvez rester assis, bien tranquille, à m'écouter, vous raisonnez, vous analysez. Alors, l'enfant, ce qu'il vise à faire, c'est de connecter toutes ces aires de cerveau-là, hein, de bas vers le haut. Mais à la naissance, c'est pas tout connecté. Tout est présent, mais il reste à connecter pour communiquer entre elles, ces aires-là. OK? Alors, souvent, on se rend compte, pour les enfants qui sont atteints de TDA, TDAH, que les branchements ne sont pas tout à fait là. OK? Il y a des manquements. Il y a des places je pourrais dire, qui ne se touchent pas, mais c'est un petit peu péjoratif, mais il y a des connexions qui manquent. Puis, la beauté de ça, c'est qu'avec la neuroplasticité, aujourd'hui, on dit plus comme on disait il y a 30 ans quand j'ai étudié en éducation, tout se joue avant 6 ans. Après, tu vas travailler fort. C'est plus vrai avec ce qu'on sait des neurosciences que c'est sûr que c'est important la petite enfance, c'est important la stimulation qu'on peut donner aux enfants. Mais avec la neuroplasticité, il y a des zones dans le cerveau, entre autres l'hippocampe qui est associé à la mémoire. Il va y avoir des cellules nouvelles, la neurogénèse. Alors, une formation de cellules qui va se faire tout au long de notre vie. Alors, c'est la beauté de la chose. Hein? On peut apprendre une langue à 80 ans. Ça va nous prendre peut-être plus de temps, mais c'est possible. Alors, des enfants qui auraient des manquements, des retards pour X raisons, il y a possibilité de rattraper le temps perdu. À 100%, peut-être pas, ça dépend des personnes, mais quand même de rattraper avec cette neuroplasticité-là. C'est ça que ça veut dire, neuroplasticité. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut faire des nouveaux apprentissages et créer des connexions. Ça va? C'est pas trop scientifique? Ça va? Vous me suivez? OK. Alors, les enfants naissent avec un programme moteur bien défini. On a tous le même, qu'on soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. C'est sûr qu'on n'ira pas tous au même rythme, OK, de développement. On a tout notre rythme à nous, qui est influencé par notre génétique, qui est influencé aussi par la stimulation qu'on a de l'extérieur, OK? Alors, chaque enfant va, en premier lieu, être très dépendant, évidemment, durant la première année, deux premières années, on est très dépendant de nos parents, mais on va passer d'un développement moteur qui va nous amener à la verticalité, OK? C'est ce qu'on veut. On veut être capable, à un moment donné, de lever notre tête si on est à plat ventre ou de tenir notre tête si on est sur le dos, de la lever. De dégager les bras, aller chercher des objets, les porter souvent à notre bouche ou notre pied à la bouche, et ensuite de pouvoir ramper, de pouvoir marcher à quatre pattes, de pouvoir arriver à se tenir debout et ensuite de marcher. On a tout ce programme-là, comme un disque dur, qui est là dans notre cerveau. Okay? Mais le rythme à lequel on va y arriver, évidemment, il est différent pour chaque personne. Ce qui m'amène à vous parler des réflexes primitifs. Les réflexes primitifs, ça va être des mouvements qu'on va faire pour nous amener à cette verticalité. Est-ce que je le dis bien, verticalité, là. Voilà, je pensais lité. Arriver à se mettre debout. OK? Alors, les réflexes primitifs, quand je vous dis réflexes primitifs, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, non. Les réflexes primitifs, je suis convaincue que tout le monde sait c'est quoi ici. C'est génétique, effectivement. C'est congénital, qu'on pourrait dire. On est nous tous avec des réflexes primitifs. Et les réflexes primitifs, excusez, je suis un peu nerveuse.
vont nous aider à naître même. OK? Alors, qu'est-ce qu'un réflexe primitif? C'est des mouvements automatiques qu'on va observer chez les nouveau-nés. C'est des mouvements qui peuvent se faire, exemple, quand on bouge la tête, on envoie la tête du bébé par en arrière, il va se mettre à ouvrir les bras. Okay? Et c'est des mouvements qu'on teste systématiquement à la naissance. Le pédiatre ou la sage-femme vont tester les réflexes parce que c'est un signe que c'est connecté, c'est un signe de santé du système nerveux. Si c'est pas là, il y a un petit problème ou un gros problème. Alors c'est pour ça qu'on les teste, on en teste plusieurs systématiquement à la naissance. Je vais vous en présenter quelques-uns, je vais vous présenter des vidéos, OK? Puis je vais parler entre chaque. Alors un beau petit vidéo vraiment qui commence. Regardez les pieds. C'est le réflexe de ramper ou on peut dire aussi le fouissement. Alors si les conditions le permettent, de laisser le bébé sur le ventre de la mère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger, à peu près comme ça, au sein, par la chaleur, par l'odeur de la mère aussi, et aller faire un autre réflexe qui est la succion. Okay? Il va aller se nourrir. Alors, le fouissement, le ramper avec ses pieds, vous avez vu. Alors ça, c'est un des réflexes qu'on peut voir sans intervention, si on n'a pas à intervenir parce que le bébé va bien. Je continue, je vous en montre un autre. Le moro. Alors, là où on laisse la tête de l'enfant aller par l'arrière, on va voir ses bras s'ouvrir. Je ne sais pas s'il va se déclencher. Je pense qu'il faut que je fasse comme ça. Oui. Moro réflexe. Alors, on laisse la tête aller par en arrière. Et voilà. OK. C'est le premier stade du moro. Il ouvre ses bras. Vous avez peut-être déjà vu le deuxième stade que j'ai pas là, mais il va chercher à s'agripper et il va chercher du réconfort. Puis la troisième étape pourrait être les larmes parce qu'il a été surpris, il a eu peur. On peut voir des fois des adultes faire ça. C'est pas nécessairement un bon signe. Hein, il y a un bruit, ils vont sursauter, les baguettes en l'air. Vous avez sûrement vu des adultes faire ça, des enfants, oui, mais ils sont encore dans le moro. OK? Ça devrait être tranquille, ça devrait pas être là. OK? J'irai plus loin un petit peu tout à l'heure quand les réflexes, justement, sont soit pas intégrés ou pas développés. Je vous en présente un autre. Je pense que c'est la marche automatique. Hein? Quand on tient un bébé sous les aisselles au niveau du tronc, le bébé est à même d'amorcer lui-même la marche. Et ce, dès la naissance. Oups, excusez, non. Je vais revenir. Il va partir. Ah, il ne veut pas partir, lui. C'est là que je vais voir si je peux le partir moi-même. Pas sourd. Non, la souris ne marche pas. C'est bon. Je vais vous présenter le galant. Look at a blunt reflex, which is actually putting the baby in ventral suspension, and then stroking one side, the back, and the butt should curve towards the stimulus. You see that there is a positive blunt. Il y a une stimulation dans le dos, fait déhancher. The other side, and the butt curves towards the stimulus on the other side.
Inquiétez-vous pas, je vois certaines grimacer, ça fait pas mal au bébé. C'est sûr qu'il n'est pas dans une super position, là, tu sais, mais c'est pas douloureux. On teste, on appelle ce réflexe-là le galant, et c'est un des réflexes qui va aider à naître. Ça prend 6-7 réflexes pour que l'enfant puisse naître. J'entends ici évidemment par voie basse, une césarienne c'est autre chose, mais il y a des réflexes aussi qui vont être activés, mais les contractions de l'accouchement vont permettre de faire des pressions sur le corps de l'enfant et de réveiller certains réflexes, dont le galant, justement, qui va permettre le passage. Je vais actionner celui d'avant, qui était la marche automatique. Je pense que je vais réussir comme ça. Ouais. Celui-là, il tient sur le terre. Un peu en bleu. Voilà. Puis vous avez chez moi. Parce que moi, regardez les pieds. C'est parce que les pieds, il y a rotation des pieds à cause de la position unitéro que nous avons ce croisement des pieds. Sinon, il est absolument. Il amorce la marche lui-même. Voilà. Alors, si je reviens avec la question, connaissez-vous des réflexes primitifs? C'est oui, hein? Vous avez déjà vu ça. Je vous en présente un dernier qu'on appelle le Babinski. Je ne sais pas s'il va partir par lui-même. Non? D'accord, je reviens et je vais l'actionner. Non. Excusez, hein? C'est quand c'est pas notre matériel. Non, ça ne veut pas. Est-ce que je l'ai actionné comme ça tantôt? Ah oui, c'est la souris marchande. Alors, on stimule le côté externe du pied et les orteils vont s'ouvrir en éventail. OK? Il y a des gens qui ont encore ce réflexe-là qui peut leur amener un peu plus tard des problèmes au niveau de la marche. Des fois de l'usure prématurée à l'extérieur ou à l'intérieur. On regarde les souliers, puis les souliers sont pas usés également. Ça peut amener alors des problèmes au niveau de la marche et même de la course. Et on le verra un petit peu plus tard. Alors, je pense que maintenant, vous connaissez ce que sont les réflexes primitifs. Ces réflexes-là, on les a tous. Et, ça émerge in utero. Il y a des réflexes qui vont déjà commencer quand la maman est enceinte et il y en a qui vont émerger à la naissance ou un petit peu plus tard. C'est comme des poupées russes, ça s'emboîte un dans l'autre, un déclenche l'autre réflexe. D'accord? Alors, les réflexes, bon, on a vu un peu la succion. On va voir aussi tout à l'heure le landau. Alors, il y a plein de réflexes que je ne vous ai pas montré en vidéo. Le landau, on appelle ce réflexe-là le réflexe de la joie de vivre. Parce que quand le bébé est sur le ventre, quand il réussit à lever sa tête, avoir le contrôle de sa tête, Mané va pouvoir dégager ses bras et aller chercher des objets, et comme je disais tantôt, les mettre à sa bouche, les découvrir par sa bouche, et d'explorer le monde. Puis après, il va pouvoir aussi aller commencer à ramper, aller chercher les choses qui l'attirent. Alors, c'est vraiment d'aller vers le monde. Puis quand on va vers le monde, ben, on est comme ça, on est ouvert, on n'est pas comme ça. Alors, le fait de la joie de vivre, la vie, le monde m'appartient, je vais chercher ce qui est bon pour moi. OK? Alors, le réflexe de Landau. Et ça va lui permettre aussi, ce réflexe-là, quand il va s'exercer, de tonifier, il va avoir plus de tonus. Si tu es capable de tenir ta tête, à un moment donné, tu vas être capable de lever ton tronc, de pouvoir être assis aussi et te tenir. Sinon, ben il n'y a pas de tonus, tu ne pourras pas aller dans toutes les étapes de développement et passer à la station debout. Vous me suivez? OK? Et un autre réflexe ici qui est l'agrippement. Bon, je vais vous en parler un petit peu plus abondamment tout à l'heure. C'est bien de pouvoir s'agripper ou de tenir les choses, puis de les tenir juste correctement, sans les échapper, sans les briser aussi, puis sans être toujours en train de serrer les poings. Il y a des gens qui serrent beaucoup les poings, qui sont constamment comme ça. Alors, ça amène de la tension inutilement partout. OK? Je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Alors, les réflexes primitifs servent à quoi? Ben,
Comme on a vu, le petit bébé qui est mis sur le ventre de sa mère va servir à le protéger, puis va lui servir aussi pour la survie. Il est capable de se nourrir à cause de ce réflexe de succion-là. Capable, évidemment, c'est un petit être qui a besoin de soins, il a besoin vraiment de stimulation et de beaucoup de soins, mais il y a quand même un programme inné à l'intérieur de lui pour être à même de répondre à ces besoins-là. Okay? Et les réflexes vont aussi créer des connexions neuronales. Plus l'enfant va bouger, va s'exercer à faire ses mouvements, plus les neurones vont se connecter et vont développer les différentes aires du cerveau. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, le cerveau se mature du bas vers le haut. La dernière partie, ici, le néocortex, c'est la dernière partie à se former, à se maturer. Et vous pensez à quel âge que cette partie-là se mature? 50 ans? 50 ans? Qui dit moins, qui dit plus? Non, ça doit être 10 ans. 25 ans? 10 ans? On dit 25 ans. OK? C'est pas faux de dire que pour certaines personnes, c'est peut-être plus tard, mais c'est intéressant de penser, OK, 25 ans, quand on pense à des jeunes adultes qui conduisent, qu'il y a beaucoup d'accidents d'auto dans cette période d'âge-là, 20 ans, autour de 20-25 ans, le cortex, c'est ce qui te fait réfléchir, raisonner, alors qui te fait analyser une situation. C'est bon, c'est pas bon, devrais-je le faire ou pas? Imaginez, on en demande beaucoup, hein? Puis c'est la dernière partie à se maturer. Alors, quand on a ça en tête, 25 ans, souvent on fait nos folies avant 25 ans parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, neurologiquement parlant, pour prendre des bonnes décisions. Oui, il y a des gens qui vont être plus matures que d'autres, c'est sûr, hein? Il y a des différences, mais quand même, pensez-y de bas en haut, la maturation. Alors, je reviens avec mes réflexes. Les réflexes vont servir aussi à intégrer toutes les informations sensorielles que je peux avoir. OK? En ce moment, vous m'écoutez. Peut-être certaines personnes peuvent avoir des difficultés quand il y a quelqu'un qui rentre à l'arrière et qu'il y a du bruit. Si on n'a pas un bon filtre sensoriel, on est distrait facilement. OK? Si on en a un bon, tant mieux, vous pouvez m'écouter et rester branché sur moi. Mais toutes les informations qu'on peut avoir, la lumière, ma voix, les odeurs, s'il y avait des odeurs, alors tout ça fait en sorte que ça peut me déranger ou ça peut ne pas me déranger, mais ça m'informe, ça crée des connexions, ça aussi. Il n'y a pas juste le mouvement qui crée des connexions, tous nos sens. C'est pas pour rien qu'on parle à un enfant souvent avec une voix plus aiguë. On le stimule avec des objets de couleur, des objets musicaux. On le stimule en le massant, en le palpant, en le berçant. On stimule tous ses sens, OK? Et ça crée des connexions neuronales et ça connecte les aires du cerveau. Et les réflexes primitifs vont aussi aider à développer son tonus musculaire et l'amener à la verticalité, OK? Et ça, je vous ai déjà dit. Ça va pour ça, c'est à ça que servent les réflexes. Fait qu'imaginez s'il y a un problème de réflexe, c'est là qu'on s'en va, je vais vous en parler. Alors, bon, comment sont les connexions neuronales? Je vous en ai glissé un petit mot en étant touché, cajolé, stimulé, en étant bercé pour le système vestibulaire. Toutes ces choses-là, le soin qu'on apporte aux enfants fait en sorte qu'il crée des connexions neuronales et qu'il mature son cerveau dans toutes les aires et le cerveau va communiquer aussi à différents endroits. Ça ne sera pas juste un endroit qui va mener le bal. Okay? Si, exemple, c'est notre tronc cérébral qui nous mène, bien souvent, plutôt le système limbique, ça va être nos émotions qui vont nous diriger. C'est pas ce qu'on veut. On veut être connecté à nos émotions, mais on veut que le cortex puisse dire « Ah oui, c'est ça que je vis. OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? » Alors, c'est important que toutes les parties communiquent. Tantôt, je vous ai parlé de connexion neuronale et que tout se joue avant 6 ans, que c'était plus vrai parce qu'il y a une neuroplasticité qu'on parle maintenant et à tout âge, on peut apprendre. C'est la beauté de la chose.
L'enfant, quand il naît, il y a ces neurones-là qui sont là, mais qui sont, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de connexions qui sont là. Plus il va faire des apprentissages, plus il va bouger, plus les connexions vont se faire. Okay? Ici, on voit à 6 ans, il y a des zones denses de spécialisation, mais il y a beaucoup de connexions. Et au fur et à mesure de son pas l'éducation, mais au fur et à mesure qu'il grandit, ben, voyez, il y a un élagage qui se fait. Il y a des zones denses où c'est très spécialisé. Si c'est un musicien, c'est un joueur de soccer, c'est, bon, dépendant de l'activité qu'il fait, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Et il y a des zones, si on ne se sert pas d'une chose, elle disparaît. OK? Alors, c'est là que c'est important aussi de varier nos apprentissages. Même, on dit depuis peu que pour les enfants, ça serait bien de faire pas une seule activité, exemple sportive, de varier les sports pour que notre corps bouge différemment dans l'espace. Pas juste, exemple, si je donne un coup de pied à un ballon ou je fais des sports de raquettes. Vous voyez où je veux en venir. Alors, de varier le plus d'apprentissage possible. Là, je parle de sport, mais ça pourrait être la même chose au niveau des apprentissages académiques. Les apprentissages sociaux le plus variés possible pour créer des connexions aussi. Alors, pour nous donner des outils pour plus tard. C'est bon? Alors, quand on revient à l'immaturité, il est normal pour un enfant de bouger, de gigoter. On ne demande pas à un enfant en bas de 2 ans de reste tranquille, parle pas. On lui demande un petit peu plus tard, c'est pas long, mais on ne demande pas aux jeunes enfants. Pourquoi on ne lui demande pas? C'est ça, hein? On se dit, ben, il est trop petit, il peut pas, il est en apprentissage, il peut pas s'asseoir, il peut pas comprendre qu'il faut pas parler ici, qu'il faut pas toucher là, qu'il faut pas crier, pleurer, faire le bacon. Non, il est pas là, OK? Il est immature et on l'accepte, mais plus tard, ça passe moins bien. À partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans à l'école, ben là, 6 ans, on devrait écouter. Je vais vous donner les temps d'attention qu'un enfant a puis qu'un adulte a. OK? Moyenne des temps d'attention, alors entre 8 et 15 mois, 1 minute. À 2 ans, 4 minutes. À 5 ans, 9 minutes si c'est vraiment intéressant. On est à la maternelle, là, habituellement. OK? Dès l'âge de 7 ans, 15 minutes si l'activité se renouvelle et est captivante. Chez l'adulte, combien de minutes vous pensez? 20 minutes? 1h30. 45 minutes. Ça parle peut-être de vous, ce que vous dites, hein? Peut-être ce que vous êtes capable aussi, hein? Ça se peut. On dit 25 minutes pour l'adulte. Et avec les tablettes, la technologie, les téléphones intelligents, on parle de 12 minutes même pour un adulte. Ça donne des frissons. Alors, imaginez les enfants. Oui, absolument. OK? Alors, on demande à des enfants de rester assis, de capter la matière, de comprendre, d'assimiler, puis de tout faire ça. Alors, c'est là que j'ai compris pourquoi je bougeais autant, puis j'avais besoin de bouger aussi. Puis l'enfant va avoir besoin de bouger aussi pour se réguler. Son état de calme nous indique aussi ce qui se passe dans la tête, comment c'est connecté. OK? Alors, ça, j'ai pas inventé ça, j'ai pas ma source là, mais j'ai pas inventé ça. OK? C'est les neurosciences qui disent ça de plus en plus. OK? Alors, pourquoi les enfants ont des problèmes d'attention? Problèmes, dans certains cas d'hyperactivité, dans d'autres de passivité, où il y en a qui alternent entre les deux. Ben, souvent on va dire les enfants ne bougent pas assez. Hein? Avec les tablettes, avec les iPhones, avec les jeux vidéo, qu'est-ce que ça fait? Ben moi, à mon époque, quand on dit à époque, ça veut dire que je suis vieille, on bougeait beaucoup. On jouait dans la rue, dans les ruelles, on rentrait quand il était gelé des fois, puis même encore, on jouait beaucoup dehors, OK?
et grand bien pour moi parce que c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié. Alors, il y a des enfants qui bougent encore, mais il y a beaucoup, quand même, c'est dur avec les pressions de ces jeux-là, de ces nouveaux agents technologiques, de les empêcher de rester statiques. Et malheureusement, c'est très... c'est pas en 3 dimensions et ça fixe le regard, les tablettes. Les téléphones cellulaires fixent le regard et ne nous apprend pas à nous développer dans les 3 dimensions. Alors, et c'est pas juste moi qui le dis, des pédiatres dernièrement, pas des grands pédiatres, des pédiatres de ce monde dernièrement ont fait j'ai passé dans la presse, on levé le flag, on levé le drapeau là-dessus, dire là, ça marche pas les tablettes. Et oui, ça peut être un apprentissage, mais souvent on dit en bas de 3 ans, on ne devrait pas avoir de ces appareils-là. Et après, sous surveillance et du temps limité. Fait que je n'irai pas trop là-dedans, mais souvent, les enfants ne bougent pas assez. Il y a des objets comme ça qui sont proscrits dans certains pays parce qu'ils sont dangereux, OK? Des enfants qui ont piqué carrément du nez parce que, bon, ils se balançaient à un moment donné, puis se sont retrouvés sur le nez, mais sans surveillance. Des objets comme ça, ou dans mon temps, c'était les Jolly Jumpers en 2 quarts de porte. Tout ça, ça peut être bien momentanément, petite minute, surveillance, mais pas pour des stationnements pour enfants. Et je veux juste vous dire une chose, puis sans jugement aucun, moi, le Jolly Jumper, j'étais là-dedans quand j'étais jeune, mais je jouais aussi beaucoup dehors. C'est que l'enfant ne devrait pas être mis dans une position qu'il ne peut tenir. Pas capable d'être assis, on ne le tasse pas avec un paquet de coussins ou des objets comme ça parce que c'est pas ça qui va l'aider à gagner du tonus. OK? Alors, c'est important qu'il soit mis vraiment dans des positions où il peut être libre de bouger. OK? Et soutenu, s'il a besoin d'être soutenu, mais pas comme ici, il va être beaucoup sur la pointe des pieds, il n'est même pas apte à se tenir debout encore, puis on le met en position verticale. Alors, s'il ne peut pas tenir une position, qu'elle soit verticale ou assise, je dis pas 1 minute ou 2, mais pas de longue période. OK? Ça ne bâtit pas son tonus. Et il y en a, je ne sais pas si vous voyez de loin, dans son cou, c'est vendu sur Internet, ça s'appelle le Hold Ease, et ça maintient son cou, comme une béquille. Alors, il ne peut pas lui-même développer son tonus, se tourner, tout ça. Ça immobilise le cou. Alors, pas besoin de ça, il n'y a pas de problème. Alors, il y a beaucoup d'objets comme ça qui sont là, mais qui ne sont pas bons. OK? Il faut favoriser le mouvement. Et alors, le plat-ventre est très, 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 très bon. Je ne parle pas pour dormir. On sait tous, ceux qui ont eu des enfants, le fameux syndrome de la mort subite du nourrisson. On ne parle pas pour dormir ici, on parle pour jouer. Il y a une surveillance, on est là. Il y a un parc, l'enfant est à plat ventre. Il va être stimulé par différentes choses. Ou il va être bercé, ou encore là, il n'aime pas trop le ventre, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va le placer sur un ballon, sur un coussin, sur notre cuisse, on est au sol, puis pour pas qu'il soit complètement à plat ventre, s'il l'aime pas, on va être un petit peu en décliné. Alors ça va bâtir son tonus musculaire de sa tête, de son torse, pour qu'il puisse être autonome, parce que c'est ce qu'on vise, l'autonomie de l'enfant, OK? Alors, des objets qui le maintiennent dans une position, c'est à proscrire. Il faut qu'il puisse bouger par lui-même. OK? Très important. Alors, il n'y a pas de plat dos aussi, mais là, être sur le dos aussi, c'est bon parce qu'un moment donné, il va apprendre à se tourner sur le ventre et retourner sur le dos. Alors, le jeu libre le plus possible pour favoriser l'exploration aussi, mais beaucoup le tonus. C'est par le mouvement que l'enfant va pouvoir développer ses réflexes et être autonome. Ça va? Le mouvement commence in utero. Je pense que je vais la partir à main, celle-là. On voit ici une femme enceinte, puis on va voir le mouvement de son diaphragme sur le bébé. On voit que quand elle respire, le diaphragme s'abaisse et le bébé est bercé, stimulé par le rythme respiratoire de la mère.
le cœur, hein, le battement cardiaque, les sons de la mère aussi, puis le mouvement de la mère. La mère bouge, se penche, bon. Alors déjà, in utero, le bébé est stimulé par le mouvement. Très important parce que quand il y a des femmes qui doivent être alitées malgré elles, souvent l'enfant n'a pas, oui, elle respire quand même, mais par rapport à ses mouvements, il ne sera pas stimulé par ça si elle doit être alitée. OK? Alors, il y a un peu un manque de stimulation à ce niveau-là. Alors, les différents sens, je vous en ai parlé tantôt, l'intégration sensorielle va être très important pour stimuler aussi le mouvement, pour stimuler les réflexes. Ici, on voit 6 sens. On est habitué à en entendre 5, mais il y a, oui, l'odorat, la vue, le goûter, l'ouïe, le toucher, mais il y a aussi ici, dans l'oreille interne, l'équilibre, okay? Le sens de l'équilibre ou le sens vestibulaire qui est hyper important. Si je penche ma tête par en avant, je ne veux pas tomber. Hein? Si je lève ma tête par en arrière, je ne veux pas tomber. Il y a des gens, même adultes, qui ont ces problèmes-là. Okay? Dans les escaliers, exemple, ou sur un terrain accidenté, ils peuvent avoir des problèmes d'équilibre. Alors, tous les sens sont importants aussi pour faire en sorte, souvent les enfants, ce qu'ils aiment, hein, la plupart des enfants aiment beaucoup le mouvement, bouger. La ronde, on ne va pas là quand on a 40-50 ans. Habituellement, on veut y aller quand on est jeune, puis spinner, puis tourner, pour justement faire maturer ce système-là. Okay? Des fois, plus tard, c'est juste à dire la ronde, il y en a certains qui ont déjà mal au cœur. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, pour plein de raisons. Okay? Alors, les sens vont être importants aussi pour nous faire bouger. Je vais vous présenter un petit... Tantôt, on a vu comment les réflexes sont testés à la naissance. Moi aussi, je peux les tester dans mon bureau quand l'enfant est plus vieux ou en bas de 5 ans ou des adultes aussi. Mais là, je vous montre un bébé qui se pratique à faire un mouvement rythmique. C'est un garçon, hein? Pardon? Ça doit être un garçon. Ça doit être un garçon de rose vêtu? C'est ça que tu... Non? Pourquoi? Il y a quelque chose... Ah oui, d'accord. J'avais même pas vu ça. Non, mais tu sais, hein, c'est... Habituellement, je les vois pas mal, mais là, je les vois plus. Bon. C'est le côté humour de la conférence. Alors, vous avez vu, le petit bébé, il fait un mouvement qui est assez rythmique. Puis, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il arrête. Il se repose. Parce que de bouger, vous savez, les bébés bougent, bougent beaucoup, mais ils dorment beaucoup. Parce que cette stimulation-là par le mouvement est très demandante. Il faut qu'il intègre après. Alors oui, il va beaucoup dormir, mais il va reprendre ses mouvements, puis jusqu'à temps qu'il acquiert assez de tonus pour après aller se promener à 4 pattes. Okay? Mais au départ, c'est pas trop. Ah oui, ça avance, alors, au début, souvent, même quand l'enfant commence à se traîner par terre, il recule parce qu'il comprend le pousser, mais il ne comprend pas le tirer. OK? Ça, c'est fréquent. Alors, il s'exerce à faire des mouvements rythmiques, c'est ces réflexes primitifs qui vont l'encourager à faire ces mouvements-là pour ensuite arriver à en faire un autre, puis à un autre, puis un autre, jusqu'à temps qu'il se mette debout. Oui? Un bébé qui n'a pas du tout intégré la marche sur 4 pattes. Oui, bien, je vais revenir à ça. Oui, je vais y répondre. Si j'oublie, vous me revenez avec ça. OK? Alors, ça, c'est un des mouvements. Comme je devais faire court dans toutes mes vidéos, parce qu'en formation, j'en montre plein, puis on en pratique plein aussi entre nous, mais il y a plein de mouvements comme ça que le bébé va faire. Vous avez déjà vu, exemple, sur le dos, un bébé qui se fait aller les pattes, mais ça peut être sur le ventre aussi, puis qui gigote, mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle entre le haut et le bas. Souvent, c'est ce qu'on
il va apprendre au fil du temps, contrôler, exemple, ma tête, quand je me penche la tête, ben mon tronc ne penche pas. Si je me lève la tête, mais mes genoux ne plient pas. Mais au départ, on ne peut pas faire ça. On n'a pas un contrôle de tous nos segments, on bouge dans l'ensemble. Okay? C'est les réflexes comme ça qui vont nous permettre à un moment donné de dissocier les mouvements, de dissocier nos segments. Alors, un réflexe, pour arriver à votre question, un réflexe, ça a comme une durée de vie. Okay? Le réflexe va émerger soit durant la grossesse, soit à l'accouchement ou durant la première année de vie. Il va avoir un pic, vraiment une maturation, comme on a vu le petit bébé tout à l'heure qui s'exerce. Puis quand il y a assez de tonus, il va passer à un autre réflexe, OK? Puis il va le pratiquer. Et alors, quand il a assez pratiqué, on dit que le réflexe s'intègre. Alors, tout va bien, il possède et là, à ce moment-là, il peut passer à un autre réflexe, puis le pratiquer et l'intégrer. Dans ce cas-là, tout va bien. On a un petit bonhomme ou une petite bonne femme qui est en pleine possession de ses moyens au niveau moteur, au niveau social, au niveau émotionnel, tout va bien. Il a tout traversé son développement moteur comme il faut. Mais tout n'est pas parfait, OK? Des fois, il y a une petite chose qui peut être pas tout à fait... avant d'aller là, je vais juste revenir à ça. Ça, c'est quand tout va bien, OK? Émergence, maturation, intégration. Dans certains cas, le réflexe peut ne pas se développer. OK? Alors, on peut voir ça chez des enfants qui sont atones, qui manquent de tonus, qui sont mous, qui manquent aussi de power dans la vie. Ils n'arrivent pas à avancer dans la vie. Là, je parle d'enfants, mais on peut parler d'adultes. Hein? On peut se reconnaître aussi là-dedans. Procrastination, difficulté à avancer ou à faire des choix. OK? Alors, je ne dis pas que les réflexes sont la cause de tout, mais je vous montre que c'est intéressant de regarder les réflexes dans nos comportements. OK? Alors, quand il ne se développe pas, ben, il ne nous donne pas ses qualités, ce réflexe-là, en fin de compte. Et dans certains cas, le réflexe se développe, mais ne s'intègre pas. Alors, il nous dérange dans la vie. OK? Je vais vous parler de l'agrippement. Je vais vous montrer un exemple d'agrippement un peu rigolo. Vous allez peut-être me faire un commentaire. Puis après, je vous parle d'un réflexe. Qu'est-ce que c'est un réflexe qui ne s'agrippe pas? Qui ne s'agrippe pas. Je vais vous parler d'agrippement qui ne s'intègre pas. J'ai vendu le punch. Alors, on va voir des opossums. Une gang, hein? Ouais. Alors, est-ce que c'est nécessaire qu'ils possèdent l'agrippement comme réflexe, les opossums? En tout cas, c'est aidant pour la mère, hein? Parce que agrippez-vous, c'est par là qu'on s'en va, puis on va chercher de la nourriture, ou on s'en va s'installer là. C'est parfait. On n'est pas tout à fait comme ça, les humains, mais on est des mammifères. On s'agrippe aussi. OK? On possède ça. C'est sûr qu'on est des mammifères, c'est bien important, les guillemets, évoluer. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe pour nous, mais l'agrippement, vous avez déjà fait tirer les cheveux par un enfant, un bébé, quand il s'agrippe, mouille le visage, il ne sait pas quand défaire, hein? Souvent, c'est nous qui devons comme stimuler le dos de la main pour que ça arrête. Alors, l'enfant ne sait pas, est capable de s'agripper, mais n'a pas le contrôle de ce mouvement-là. OK? Alors, le réflexe est là, mais qu'est-ce qu'il doit apprendre? À ouvrir et fermer à volonté. Et de fermer avec la bonne pression pour ne pas échapper des objets, pour ne pas les briser, et etc. OK? Alors, on voit le petit bébé, l'agrippement au départ, et on voit qu'en cours de route, ici, Frédéric, quand il tient la grenouille, il faut que ça soit juste correct. Hein? On ne veut pas
qu'elle trépasse à ce moment-là. Alors, la pression juste, c'est l'agrippement, ça. S'il fait bien, ça veut dire que le réflexe est bien intégré, il est développé, il est intégré. La personne qui fait de l'escalade aussi, pour aller chercher les pierres, d'être habile, ben il faut pas juste l'agrippement, il y a d'autres réflexes avec les pieds, tout ça, mais entre autres, parce que je parle d'agrippement, il faut que ça soit numéro 1. Et quand c'est pas, peut-être que vous ne voyez pas beaucoup, l'image est pas... mais on peut voir qu'il y a une certaine tension dans ses doigts, la jeune fille. OK? Et dans certains cas, quand l'agrippement n'est pas bien intégré, qu'est-ce qu'on peut voir? De la tension. Soit des gens qui tiennent très fort leur crayon, qui déchirent même le papier. Si ça n'était pas développé, ça serait plutôt faible comme tonus. Pas de tonus à l'écriture et tout ça, ou dans la motricité fine. Quand c'est là, mais c'est pas intégré, on ne mesure pas notre force. OK? Alors, on peut aussi avoir de la misère avec les objets, des échappées ou de les briser. Alors, ça se passe pas bien. Et le problème qu'il y a, quand c'est anodin, je pourrais développer un petit peu plus ma motricité fine, OK? Mais quand ça devient à te déranger dans ton quotidien, exemple à l'école, tu déchires ta feuille ou ta feuille est toute cochonnée parce que tu tiens ton crayon très fort, tu pèses très fort, puis ça engendre aussi des tensions tout le long de la chaîne, jusqu'au cou, jusqu'à la tête. Puis des fois, je vais me mettre comment, je vais m'asseoir différemment pour bien le faire. Alors souvent, il y a pas, un problème ne vient jamais seul, il y a justement pas juste un réflexe en cours de route qui est problématique. Alors, ça amène des tensions. Alors, voyez-vous comment un réflexe pas développé ou pas intégré, des fois, peut nous déranger dans notre quotidien. OK? Il y a des gens aussi qui ont des réflexes d'agrippement, ils vont marcher les poings serrés. Moi, je suis masso-kiné, puis des fois, j'en vois sur la table qui ont les poings comme ça. Vous pouvez dire c'est anodin. Si vous posez d'autres questions, est-ce que vous échappez des objets? Est-ce que vous... Non, ça va, c'est juste ça, mais c'est serré. Ça veut dire que peut-être les mâchoires aussi sont serrées, puis les fesses sont serrées, puis les autres, tu sais, ça amène des tensions ailleurs. Fait que des fois, ça ne nous dérange pas beaucoup, mais des fois, ça peut devenir comme très dérangeant, des réflexes qui deviennent envahissants. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on les travaille, les réflexes, pour faire en sorte qu'ils ne nous dérangent pas dans notre quotidien, surtout quand c'est rendu à un haut pourcentage de nuisance. Alors, c'est de non-intégration de l'agrippement, je vous en ai glissé un petit peu. Alors, pression excessive ou au contraire très faible sur le crayon, écriture illisible, dysgraphie. Alors, vraiment, on ne reconnaît pas l'écriture ou c'est vraiment... l'enfant n'aimera pas écrire aussi, OK? On peut retrouver ça chez les adultes, évidemment. Tension dans les membres supérieurs. Difficulté motrice aussi, c'est pas juste au niveau de l'écriture, la motricité fine, le ciseau découpé, lasser des petites billes. Alors tout ce qui est petit va être difficile. Du bruxisme, je vous l'ai dit, les tensions qui montent jusqu'à la mâchoire, puis douleur, puis même il y en a qui serrent tellement fort qu'ils se brisent des dents. OK? Alors voyez-vous comment un réflexe peut dégénérer et nous déranger beaucoup. OK? Là, je laisse l'agrippement pour vous parler d'un autre réflexe, juste pour vous donner un peu d'exemples de réflexes qui ne sont pas intégrés. Le landau, vous savez, tout à l'heure, je vous disais le réflexe de la joie de vivre. Hein, quand on tient le bébé sur le ventre ou quand il est à plat ventre, il peut lever son torse, puis même lever ses bras de chaque côté, comme faire l'avion, OK? Puis devant ça, puis d'aller chercher les objets. Mais quand il n'arrive pas à faire ça, qu'il y a un manque de tonus, ce réflexe-là n'est pas assez fort, alors on peut retrouver de la difficulté à lever la tête et le torse en position allongée. Exemple, la brasse. J'ai été amenée à tester des réflexes chez des jeunes filles qui faisaient de la nage synchronisée. Puis la professeure me disait, elle cale tout le temps. La petite fille n'arrivait pas, dès qu'elle levait la tête, le corps calait. Sa tête n'est pas dissociée du reste de son corps. Hein, vous êtes assis, là, vous arrivez à pencher votre tête sans que votre corps bouge. Sinon, il y a peut-être des réflexes en pause. OK? Alors, cette petite fille-là n'arrivait pas à dissocier sa tête de son tronc. Alors, en nage synchronisé,
ou en brasse, c'est très difficile si on n'a pas ce réflexe-là d'arriver à un niveau quand même, je dirais minimal, même pas maximal. Alors, ça engendre beaucoup de problèmes. Alors, maladresse au niveau des membres inférieurs, souvent des gens maladroits qui s'enfargent dans les fleurs du tapis. Mauvaise coordination entre le haut et le bas, parce que dès que je bouge le haut, le bas va soit flancher, ou, tu sais, il y a quelque chose qui va se passer, ou je vais faire ça. Au lieu de pencher juste ma tête, je vais me tasser comme ça. J'arrive pas à dissocier tous mes segments un de l'autre. Alors, faible tonus musculaire, le petit bébé n'arrive même pas à lever sa tête et son torse. Et évidemment, si on pense à notre maturation du bas vers le haut, ben, il va y avoir une stimulation insuffisante du cortex préfrontal, OK, qui va amener des problèmes d'attention, de concentration, alors des problèmes vraiment assez vastes à ce niveau-là. OK? Ça, c'est deux exemples, l'agrippement et le landau. Mais il y a plein d'autres réflexes que je ne vous ai pas parlé qui, s'ils ne sont pas développés ou s'ils ne sont pas intégrés, peuvent nous amener des problèmes, surtout au niveau de l'apprentissage. Il y a un des réflexes qu'on appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. C'est le réflexe qui va me permettre, exemple, si je suis à vélo, de tourner ma tête pour faire mon angle mort, puis de voir s'il y a quelqu'un, puis de voir si je tourne par là ou si je continue tout droit. Mais s'il n'est pas bien intégré, ce réflexe-là, qu'est-ce qui va arriver? Quand je vais tourner ma tête, je vais tourner tout le vélo. Ma tête n'est pas dissociée de mon corps. Ça fait des accidents de vélo. Quelqu'un qui voudrait donner un coup de pied dans un ballon, si ma jambe n'est pas dissociée de mon tronc, qu'est-ce qui arrive? Je me retrouve sur les fesses. Parce que ça, c'est pas indépendant de mon tronc. Voyez-vous? Alors, il y a des réflexes qui, en fin de compte, ça nous permet de dire, OK, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, je ne fais pas ma passe-partout ici, mais j'ai une tête et je peux actionner ça à volonté comme je veux dans l'espace comme je le veux, sans que, exemple, mon autre jambe fléchisse ou j'ai une habileté partout. J'ai une indépendance de mes membres, OK? Je peux les contrôler. OK? J'ai un contrôle moteur. Alors, quand je n'ai pas ce contrôle moteur-là, quand mes réflexes sont problématiques, je peux retrouver des enfants, ou même des adultes, qui ont des problèmes émotionnels. Soit qui oscillent entre, qui peuvent être colériques, qui oscillent aussi entre la passivité ou l'hyperactivité. On peut retrouver du mutisme volontaire. On peut retrouver des grandes peurs, des phobies aussi. Alors, tout ce qui touche au volet émotionnel, OK? Puis, des fois, des phobies, des peurs non explicables, ou en tout cas qu'on a de la difficulté à savoir pourquoi, OK? Parce qu'exemple, la peur du noir, on passe beaucoup par là, les enfants, hein, la peur des fantômes, on surveille le lit, les garde-robes, mais il y a des enfants que ça leur bousille vraiment leur quotidien, c'est exacerbé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu avant qui a pu... il y a deux réflexes, entre autres de peur, qui émergent in utero, qui sont le réflexe de Moreau et le réflexe de paralysie par la peur. Il y a des gens qui ont vécu des choses durant la grossesse, hein, que la grossesse, la maman a vécu une grossesse peut-être stressante, peut-être une maladie, peut-être des deuils, des choses difficiles. Ça a un impact sur le bébé et tout de suite, ces réflexes-là de stress vont être impactés. Hein? Et on peut retrouver ça plus tard avec justement soit des gens qui figent quand ils vivent des peurs, soit il y a des gens qui vont fuir. On a toute une façon différente de réagir au stress. Hein? On fuit, on lutte ou on fige, ou on se soumet. On rajoute celui-là maintenant. Alors, mais souvent, ça dépend de la façon qu'on réagit, de qu'est-ce qui s'est passé durant notre prime enfance, et surtout quand on était dans le ventre de notre mère. Okay? Alors, repérer des réflexes hyper ou hypoactifs. Quand il y a au niveau émotionnel, il se passe des choses. Au niveau académique, un enfant qui est dans la lune, un enfant qui n'arrive pas à mémoriser, un enfant qui a vraiment de la misère à comprendre en classe, ou que ce soit en classe ou d'autres choses académiques. Ça peut être en sport aussi, qui a beaucoup de défis moteurs. Et on voit ici la jeune fille qui
est assise d'une façon pour ne pas appuyer son dos. OK? Elle va s'asseoir sur ses pieds. Elle va se tourner aussi pour écrire. Il y a plusieurs réflexes ici qui seraient à tester pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle prend cette position-là? Entre autres, le non-appui sur un dossier, ça fait référence au réflexe que le docteur a testé tout à l'heure, le galant, le spinal de galant. OK? Alors, quand il est présent, ça fait des gens qui sont toujours dérangés par les étiquettes. OK? Il y a des gens qui se reconnaissent. Je ne regarderai pas, là. Il y a des gens puis il y a la mode, vous savez, les pantalons qui vont là des gars, là. Ça peut être des gens qui vont porter soit très lousses ou très serrés pour rien sentir. C'est des gens qui vont s'asseoir souvent en arrière parce qu'ils n'aiment pas avoir des gens en arrière d'eux. C'est très fatigant. Ça peut être... Mon dos, j'avais un autre... Ça peut être des gens qui, rendus adultes et avec un galant positif, vont avoir des problèmes dans cette sphère-là. Alors, lombalgie, sciatalgie, côlon irritable, côlon spasmodique, OK? Spinal de galant. OK? Alors, voyez-vous comment des réflexes qui sont problématiques peuvent amener soit des problèmes émotifs, moteurs, académiques, même de position. Un enfant, je ne sais pas s'il y a des professeurs ici, oui, hein? Ben, on peut reconnaître, juste des fois, quand on connaît les réflexes, quand on va plus loin, on dit « Ah, mon dos, OK, là, c'est galant, ça, c'est RTSC, ça, c'est... » Alors, ça nous dit un peu. C'est sûr que pour gérer une classe, c'est pas évident, mais on peut être allumé au fait que si cet enfant-là, ou même cet adulte, parce que moi, je regarde plus le monde autour de moi, et même pour moi-même, j'ai pu comprendre certaines choses pour moi, et comprendre certaines choses pour les gens qui m'entourent, dire « Ah oui, OK, s'il y a une réaction exacerbée à ce qui se passe, mon dos, il y a un réflexe de stress qui est là, puis qui devrait être remisé, hein, parce que les réflexes, vous avez vu émergence, maturation, intégration. Peut-être que ça s'est bien passé pour vous, puis à un moment donné, vous avez un accident de voiture, vous avez, exemple, un whiplash, hein, et vous avez des problèmes de cou, et non seulement un choc physique, mais un choc émotif, qui fait que vous venez de réactiver un réflexe. C'est pas rare qu'après des accidents, des traumatismes, un stress, hein, on perd soit des facultés, qu'elles soient cognitives ou de concentration, on va retrouver beaucoup de fatigue. Alors souvent, dans les cas de stress, d'accident, de trauma, les réflexes peuvent réactiver à tout moment. Et à tout moment, grâce à la neuroplasticité du cerveau, bien, ça peut être travaillé. C'est la beauté de la chose. C'est un travail de répétition, comme va faire le bébé durant sa première année de vie. OK? Alors, pourquoi les réflexes sont à travailler dans certains cas, ou qu'est-ce qui fait que, ben là aussi, je vais juste regarder là, si vous permettez. Ouais, je vais. Ici, on voit, je vais aller vite, peut-être c'est loin pour qu'on puisse lire, mais c'est un enfant qui a des particularités sensorielles. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure des particularités sensorielles. Est-ce que vous arrivez à m'écouter bien, même s'il y a du bruit, s'il y a de l'air, s'il y a un bruit de ventilation, s'il y a quelqu'un qui fait du bruit à côté, ou si vous avez des particularités, ou est-ce que vous n'aimez pas être touché, ou quand vous aimez toucher, vous aimez ça d'être touché de façon appuyée et non pas de chatouillage. Il y a des gens qui ont des particularités au niveau des odeurs, des goûts, hein, des enfants qui sont difficiles, qui font le tri, puis tout ça. Alors, il y a plein de particularités ici qui font que ça nous indique, moi, ça m'indique qu'il y a peut-être des petits problèmes au niveau des sens et des réflexes. OK? Pourquoi les réflexes ne s'intègrent pas? OK? Grande question. Vous devriez avoir une réponse avec tout ce que je vous ai dit. Pardon? C'est la faute de nos parents. À part ça, qu'est-ce que je vous ai dit qui est important depuis le début? Laissez libre dans ses mouvements. Puis qu'est-ce qui est important, justement?
Oui, de bouger, qui puisse explorer. Alors, un enfant qui n'est pas stimulé et qui ne peut pas bouger librement, évidemment, avec la surveillance, on a vu dans certains orphelinats, dans certains pays, mais on a vu aussi des drames qui se sont passés ici dernièrement. Vous avez tous vu ce qui s'est passé à Greenleaf. Un enfant qui manque de soins, mais je n'irai pas sur le cas de Greenleaf, mais dans certains orphelinats, des enfants qui avaient manqué de soins, de stimulation, bien, qu'est-ce qui arrive? Ils vont avoir des retards, ils vont avoir de nombreux défis. Pas facile à rattraper par la suite, OK? Même des fois, il y a des modes où on emmaillote les enfants très serrés. Pas trop longtemps, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'ils bougent. C'est ça qui va faire les connexions neuronales et connecter toutes les aires du cerveau. Alors, depuis tantôt, si vous sortez d'ici, vous avez capté, ah oui, il faut que ça bouge, oui, il faut bouger. Et même là, je vous entretiens pendant 1 heure, mais habituellement, quand je suis en formation puis que je vois les élèves commencer à cogner des clous, je vais les faire lever puis je vais les faire bouger, juste pour se réveiller, mais connecter aussi ça. Alors, ce qui est important, c'est le mouvement. Et qu'est-ce qui fait que les réflexes ne s'intègrent pas? Oui, il peut y avoir un manque de mouvement, mais il y a la génétique. Hein? Souvent, des enfants qui sont diagnostiqués TDA, TDAH, un ou des 2 parents ont ces traits-là. Et blanc dans les blancs. Okay? Je pense pas que je vous apprends grand-chose. Souvent, on se reconnaît dans nos enfants. Conditions de grossesse, comment ça s'est passé? Alitement, stress. Qu'est-ce qui s'est passé durant la grossesse? C'était une bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle? Quand on apprend qu'on est enceinte, des fois, à la 5e semaine, il y a déjà un réflexe de stress qui est là, qui émerge. Alors, comment ça s'est passé à la 5e semaine? J'ai appris que j'étais enceinte, j'étais contente, pas contente, mitigée, sans culpabilité aucune, mais tu sais, il y a toutes ces choses-là qui arrivent dans la vie. OK? Alors, des événements stressants, la maman a-t-elle dû être immobilisée? Est-ce qu'elle avait une pathologie ou même le bébé? Est-ce qu'il y avait une pathologie? L'accouchement, forceps, cordon autour du cou, césarienne. Césarienne, c'est pas un mal en soi, c'est heureux qu'on puisse avoir accès aux césariennes, mais dans certains pays, le Brésil pour ne pas le nommer, les femmes ont recours à la césarienne de façon systématique dans un taux effarant, un pourcentage qui frôle les 100%. Même ici, c'est la mode. La mode. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que je n'ai pas le temps là-dedans, mais pensez-y, tout à l'heure, je vous ai dit que quand l'enfant naît, il y a des réflexes qui sont activés juste par le passage. Alors, quand c'est des césariennes, l'effort, le travail pas fait. Mais ça ne veut pas dire que si on naît par césarienne, on va avoir des problèmes de réflexes. C'est pas ça que j'ai dit. OK? Tout peut bien aller. Okay? Puis un enfant qui naît par voix basse, ça ne veut pas dire que tout va être bien non plus. Alors, il faut faire les nuances, il faut mettre les bémols et les dièses aux bonnes places. OK? Il faut faire attention à ça. C'est vraiment là, ça se peut que votre problème, exemple de TDA, soit dû à des réflexes. Il faut les tester pour le savoir. Alors, c'est pas absolu. Faut voir avec vous. C'est juste vous allumer à ce que c'est les réflexes, puis c'est peut-être ça qui pourrait nous déranger dans la vie. OK? Premier pas, comment se passer la première année de vie de votre enfant? Est-ce que la sécurisation aussi c'est bien fait? Parce que tout a peut-être été très beau, grossesse, tout ça, mais après, ça a dégénéré ou ça s'est bien passé. Puis on peut avoir des surprises, hein? On fait de notre mieux comme parents, comme éducateurs, mais il y a des choses qui nous échappent, hein, qu'on n'arrive pas à dire pourquoi. Je vais vous présenter une petite fille. Oui? Ce que tu dis, en fait, c'est comme si c'était causal, et non pas... parce que moi, je pensais qu'il y avait, oui, un facteur d'hérédité, mais là, ça semble être le développement, donc le réflexe ou quoi, qui n'a pas eu lieu, qui n'est pas venu à la maturation. Ça, c'est une information nouvelle pour moi. OK. J'avais jamais entendu ça. Je pensais que c'était vraiment... Génétique? OK. Non, ça peut l'être. Comme souvent, je vous ai dit, souvent, un parent TDA, TDAH, ou même des enfants, si je parle du spectre de l'autisme, souvent, il y a un parent qui a des petits traits, puis oups, l'enfant a. C'est pas rare, mais on n'explique pas tout encore. Je pense pas qu'on a trouvé le gène de, tu sais, on n'est pas là, mais on pense qu'il y aurait
un facteur génétique. Tout ce que j'avance là, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai pas cette prétention-là, mais c'est les neuroscientifiques qui en sont arrivés à les causes qui peuvent être là. OK? Je vous présente une petite fille qui veut bien faire un effort, qui veut bien faire ce qu'on lui dit, mais qui n'y arrive pas tout à fait. Ça s'appelle le drame de la première position, parce que c'est la première position en danse. All right. So even if you can make your shoes look just like nice shoes and get those heels to touch that, and actually good. Good. Oh, this looks so nice. You're gonna get your heels to touch your knees. See how I'm making kind of like a letter E? It's tricky. Miss Kimberly, will you make sure that everyone's trying this? All right. I know it's so tricky. Oh, yeah, it's pretty much. Oh, great. All right. Let's pull down our umbrellas again. Hold them over here by the fire. Give them a clip. Good. Now, here's what we have to do. Oh. Now we have to pretend that we're reaching outside the umbrella to see if you feel a raindrop. Look at this. I reach for a raindrop. Guess what? I felt a raindrop, so my arm was snapped to let this in. Yeah, good. Your shoes are clean, don't worry, okay? Just try this. Oh, elle travaille fort, hein? Mais aux professeurs ici, aux éducateurs, aux parents, vous avez sûrement vu des enfants qui veulent, vous êtes là à leur montrer un apprentissage, et OK, puis ils retournent à leur place, puis elle voit là, ses amis qui ont le même âge, puis c'est ça qu'elle devrait faire. Mais ça ne se rend pas de dire OK, il ne faut pas que ça bouge ça pendant non, elle ne peut pas. Puis elle sait qu'est-ce qu'il faut faire, elle comprend, elle est intelligente, mais son corps n'est pas, les connexions, la maturation que je vous disais tout à l'heure, n'est pas fait pour que ça s'en aille à ses pieds, puis que ça soit indépendant, puis ah oui, je peux faire ça, puis je tombe pas. OK? Alors, c'est un exemple de réflexe ici qui serait à tester chez cette jeune fille-là, OK? Et pour voir si c'est ça qui la dérange, OK? Ça m'amène aussi à voir, j'avais une idée, puis je suis en train de la perdre. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup d'enfants et d'académiques, mais on peut être aussi adulte ou même enfant, puis de faire une action sportive ou musicale, puis d'atteindre un plateau. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de ce plateau-là? J'ai une professeure en France qui était ma professeure. Elle, son mari est musicien de formation et de carrière. Et elle travaille beaucoup avec des musiciens pour leur faire aller un peu plus loin. Il y a d'autres collègues en France aussi, puisque j'ai étudié aussi là-bas, qui vont travailler avec des sportifs parce qu'on atteint tous des plateaux. Ils atteignent un plateau, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas dépasser ce plateau-là? Alors, des fois, ils changent d'agent ou d'entraîneur, mais l'entraîneur va leur faire travailler différemment le corps aussi. Mais c'est un petit peu ça. Alors, à tout moment, nos réflexes, on peut les travailler, OK? Pour justement dépasser des blocages et j'ai le terme anglais upgrader, mais devenir plus à l'aise. Parce que l'idée, c'est pas d'être le meilleur, mais c'est d'être bien dans son corps, d'être bien aussi dans sa tête. On veut avoir des enfants qui se comprennent, qui comprennent comment le corps fonctionne, mais on n'est pas des machines. Moi, je déteste un peu cette histoire-là de machine. On est loin d'être une machine parce qu'on a des émotions, on a des pensées, alors on est beaucoup plus complet. Mais il faut arriver à se comprendre pour avancer dans la vie puis pour être heureux. Alors, l'idée des réflexes puis des sens, c'est d'avoir tout en main pour pouvoir se comprendre. Si on se comprend, on va pouvoir comprendre ce monde-là un peu fou dans lequel on vit, puis pouvoir avancer et être bien, puis être heureux.
OK? Alors, c'est bien important pour ça. Parce que si, comme la petite fille, bon, elle, c'est le corps, mais là, on aurait pu voir une autre vidéo que c'est plus au niveau émotionnel. Des enfants qui, exemple, ne sentent pas bien leur corps, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir se chahuter, ils vont vouloir se... Ils cherchent le contact parce qu'il y en a qui ne sentent pas la douleur ou ils ont une mauvaise perception sensorielle. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, tu sais... Puis il y a une école qui a permis le chahutage, le bataillage dans la récréation, très, très encadré, là. On ne veut pas que ça finisse en sang, mais les petits garçons, mais même les petites filles, moi, comme petite fille, j'étais un peu petit gars manqué. Alors, j'aimais ça me battre, j'aimais ça chahuter, pas faire mal pour faire mal, mais juste contact avec la peau. Alors, tout ça est important. Le jeu sous différentes formes pour justement intégrer nos sens aussi. OK? Enfin, je termine, il reste 5 minutes, je vous montre rapidement la façon que moi j'ai appris pour intégrer les réflexes. Il y a plusieurs façons d'intégrer les réflexes. Toutes les façons, c'est par le mouvement. On ne peut pas passer à côté. La façon de retravailler les réflexes, c'est par le mouvement. La façon, moi, je les travaille, c'est par des mouvements rythmiques. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus rapide de travailler avec le rythme et de travailler ici au sol, que ce soit sur le dos, sur le ventre, à 4 pattes, sur les genoux. Au sol, on a une stimulation sensorielle. Alors, encore là, ça fait des connexions neuronales, ça nous fait plus de stimulation encore. Et le rythme fait référence au cervelet. Alors, les mouvements rythmiques dans différentes positions, que ce soit passif quand l'enfant ne peut pas les faire lui-même, c'est le parent souvent qui va les faire, ou actif quand il arrive à les faire par lui-même, qui a assez de rythme et de mobilité, puis là, on est rendu aussi à des mouvements un petit peu plus avancés, mais tous ces mouvements-là, rythmiques, qui sont dans le programme de Rhythmic Movement Training, permettent à l'enfant de travailler ses réflexes. Alors, c'est ce que je venais vous présenter aujourd'hui. Et c'était pas tellement pour vendre ce que je fais après, mais je vais vous dire pareil. Je donne des formations en RMT. Je donne aussi des consultations 1 pour 1 pour ceux qui veulent tester les réflexes puis voir où ils en sont. Ça va? Écoutez, je dois compléter. Merci de votre écoute solennelle dans ce lieu sacré. Je vais être dehors.